Bonjour à tous, bienvenue dans cette 30e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler du jeton OKB, qui est du coup le jeton natif de l'échangeur OKX, donc qui est un échangeur centralisé. OKB, du coup, ça se situe en 34e position du top 100 crypto, et ça vaut approximativement 23 $. Donc comme je le disais, OKB, c'est le jeton de l'échangeur OKX. Il est en fait OKX lié au groupe Ocoin, qui est chinois, qui existe depuis 2013 et qui initialement faisait surtout de l'échange de monnaie fiat contre des cryptos. Donc là, ils ont développé en produisant du coup plus une offre orientée trading avec du coup OKX. C'est devenu un important échangeur centralisé, on le verra. En fait, par les réserves, c'est même le deuxième. Il a 6 milliards de réserves, donc il vient après Binance. Donc il a été lancé en 2017, OKX. Le jeton OKB, il a été lancé en 2018. Le gars qui est derrière ça, c'est Jay Hao. À savoir que si l'entreprise est chinoise, son siège est basé à Malte. Donc peut-être pour des raisons de fiscalité. Au niveau de l'ICO, on a des informations qui sont un peu floues. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y aurait pas eu d'ICO. En tout cas, on ne trouve pas de traces d'ICO. Et sur leur Twitter, ils annoncent ne pas en avoir fait. Mais il y a dans la supply qu'on verra tout à l'heure, 10% qui sont alloués aux investisseurs. Et donc, s'il n'y a pas eu d'ICO, qui sont les investisseurs? À qui vont ces 10%? C'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que c'est curieux. Globalement, au niveau de la technique, on va aller vite. Initialement, ils étaient basés sur Ethereum, donc ERC20 compatible. Puis, ils ont développé leur propre blockchain qui s'appelle OKX Chain. Globalement, au niveau du service, donc c'est un fournisseur de liquidité, c'est-à-dire que ils ont des réserves, comme on l'a vu. Vous envoyez dessus des cryptos, des fiat, et vous achetez des cryptos, vous faites des trades. Vous allez globalement faire la même chose que sur les autres échangeurs centralisés, que ce soit Crypto.com, Binance, etc. Donc, comme pour ces plateformes-là, c'est bien OKX qui détient les clés privées, donc c'est eux les garants de la liquidité des utilisateurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas possesseur de vos cryptos, c'est bien eux qui les ont. Donc, si ils le veulent, ils peuvent bloquer les retraits, ils peuvent faire ce genre de choses. Donc, attention à ces choses-là. On sait qu'en ce moment, c'est un peu une problématique. Au niveau de la tokenomique, donc là, c'est aussi curieux. C'est-à-dire que la supply max annoncée, c'est 300 millions. Il y a même eu un burn, parce qu'il burn 30% des frais. Donc ça, c'est très très bien par contre. En tout cas pour le prix du jeton, le cours du jeton. Et donc on serait même plutôt à 250 millions. Mais il y a une autre information qui serait qu'en fait, initialement, il devait y avoir 1 milliard de jetons. 300 millions émis dès le début et 700 millions qui devaient être émis cette année. Sauf que il semblerait que les 700 millions ne seront pas émis. J'ai vu un article qui disait qu'ils allaient être burn, mais c'était pas un article officiel. Sur le truc officiel, j'ai pas vu vraiment d'informations. Et sur les sites de référencement, type CoinMarketCap, CoinGecko, etc., on parle des 300 millions. Donc a priori, ce serait plutôt une market cap totale de 300 millions, qui est du coup décroissante. Mais il y a quand même cette espèce de flou derrière qui est un peu bizarre. Donc au niveau de la répartition initiale, la team, le projet ont gardé 40%. Les récompenses et airdrops, c'est 50%, donc c'est vraiment beaucoup pour la communauté et pour du coup les récompenses. Donc ça, c'est un point qui est appréciable. Et comme je disais, le truc suspect un peu, c'est les investisseurs. 10%, ben, ça sort d'où? S'il n'y a pas eu d'ICO, pourquoi est-ce qu'il y a 10% aux investisseurs? Qui sont-ils? Donc ça, une information, si vous avez une information floue, donc si vous avez quelque chose à dire là-dessus, n'hésitez pas à partager, parce que pour le coup, très très difficile de trouver quelque chose du coup de cohérent qui vienne expliquer cet aspect-là. Le token, à quoi il sert? Donc classique, il sert au gas fee sur la plateforme, ça c'est une évidence. Vous avez des avantages bien évidemment, hein. Si vous avez des tokens OKB, vous allez payer moins cher vos trades et toutes les transactions que vous ferez. Ça donne également accès au Launchpad, donc pour avoir accès à des tokens qui se lancent, potentiellement en avance par rapport à d'autres plateformes. Vous avez accès à la gouvernance, sachant qu'il faut, qu'un OKB fait un vote, mais qu'il faut 200 à 300 000 tokens déposés pour pouvoir proposer des choses. Et en plus, vous les bloquez pendant 1 an environ. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et vous avez toutes les fonctionnalités classiques, le earning, le lending, etc. Sachant qu'ils ont leur petite spécificité à eux, mais je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Au niveau des petits avantages, il y avait une redistribution qui, je pense, faisait plutôt partie d'un marketing un peu agressif, hein. Je pense que c'est plus trop le cas, en tout cas, j'en ai pas entendu parler récemment. Mais il y avait une redistribution de 50% des fees aux holders. Donc si vous aviez des tokens, vous receviez
50% des fees qui avaient eu lieu dans la semaine. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien, je pense, à l'époque pour attirer du monde. Et selon leur site, j'ai pas pu corroborer l'information, leur TVL serait de 100 millions. Donc TVL, je rappelle, c'est la totalité des tokens donc OKB qui sont locked, donc c'est tout ce qui est stacké en fait. Et du coup, ça serait 100 millions. Donc une grosse portion des 300 millions de supply max. Mais bien évidemment, je n'ai pas pu confirmer cette information, c'est seulement sur le site d'Efidama ne confirmez pas cette information-là. Donc vu le flou sur certaines autres informations, je reste en retrait quant à cette information-là. Globalement, OKX, il va posséder son propre système de service cloud, ça c'est cool pour le minage, c'est quelque chose qu'on apprécie. Ils ne sont pas du coup dépendants d'autres entités pour ce genre de choses. Le token est utile, comme on l'a vu juste avant, je ne reviens pas dessus, mais ça c'est un point qui est hyper important, même si c'est quand même plutôt classique sur une plateforme d'échange. Ils ont 6 milliards et demi en réserve, donc ça c'est un bon point, parce que, alors Binance c'est 10 fois plus, mais les autres plateformes c'est moins, et au final c'était plutôt une bonne surprise, parce qu'on ne savait pas que OKX ils avaient autant, en tout cas entre guillemets autant, donc ça c'est un bon point. Et ils ont leurs propres produits spécifiques, c'est-à-dire qu'en plus de tous les petits services habituels qu'on connaît, ils proposent par exemple des bots de trading, que je n'ai pas utilisé, je ne peux pas vous dire s'ils sont bons ou pas, mais en tout cas ils ont le mérite d'exister, et c'est une preuve qu'ils cherchent à innover un peu, donc ça c'est plutôt un bon point. L'autre point appréciable, c'est que l'accès aux petites cryptos est souvent disponible sur OKX, notamment, alors il n'est pas très fameux, mais ça a existé, Tamadosh qui a été listé du coup directement quand il était en septembre, directement listé sur OKX. Donc ça donne accès à ce genre de petites cryptos qui du coup sont, on dirait, qui font l'intérêt en fait de certains investisseurs. Donc vous pouvez attirer certaines populations sur OKX grâce à ce genre de choses, et c'est un point qui est intéressant pour le jeton. Au niveau des points plus négatifs, bah déjà, je reviens tout de suite sur la difficulté d'avoir accès à certaines infos, notamment tout ce qui est chiffré en fait. La supply c'était compliqué, l'offre en circulation on ne sait pas trop. Donc est-ce que c'est 300 millions, est-ce que c'est 1 milliard? Moi je n'ai toujours pas l'info précise. On ne sait pas au niveau de l'ICO s'il y a vraiment eu quelque chose ou pas, parce que du coup s'il n'y a rien eu, est-ce que c'est normal d'avoir 10% de la supply qui est allouée aux investisseurs alors qu'il n'y a pas eu d'ICO? Bon, c'est des informations auxquelles j'ai pas trouvé de réponse et qui sont importantes pour moi, donc à titre personnel, pas très satisfait de ça. Sinon, globalement, la plateforme a montré ses réserves, et ça, elle l'a fait assez tôt, donc ça, c'est un très bon point. Comme les autres, il n'a pas montré son bilan, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce qu'ils ont en réserve, mais on ne sait pas quelles sont leurs dettes, qui est quand même très important. Donc on attend ça avec impatience, en espérant que ça arrive un jour. Les échangeurs centralisés qui, globalement, sont inquiétants hein, depuis FTX, c'est-à-dire que le message général, c'est quand même plutôt faites attention à vos fonds, allez acheter des ledgers, allez peut-être mettre des choses sur des cold wallets, diversifier vos échangeurs centralisés si vous en avez. Donc globalement, on n'est pas dans une très bonne passe pour ces échangeurs-là, même si ça semble mieux se passer depuis quelques semaines. Et bien évidemment, la problématique de la centralisation, vu qu'on est sur un échangeur centralisé, vous avez tous les soucis dont on a déjà parlé qui reviennent là-dessus, notamment le fait que vous n'avez pas réellement accès à vos cryptos, et que c'est bien eux qui décident, et quand je dis eux, c'est OKX, hein, la gestion d'OKX, qui décide de ce qui va se passer avec les liquidités. Maintenant que tout ça est dit, on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble rapidement. J'ai tracé deux traits verts, un range en réalité, hein, dans lequel on est rentré depuis février 2021, et vous voyez qu'on monte, on descend, milieu de range, bim, on remonte. Il y a eu le bull run qui l'a fait sortir, puis il a réintégré, on redescend, donc entre 10 et 22 en gros, et ça ne fait que monter et descendre dans ce range, hein, sauf lors des bull runs, donc là, second bull run, hein, jusqu'à l'hiver là, et on est réintégré. Vous voyez que depuis, on n'en est pas ressorti. On va au milieu, on reteste le haut, on va tout en bas, on va en haut, on reteste le milieu. Bon, vous avez compris. La question, c'est là, on est du coup en train de retester la résistance. Donc il y a des périodes où on le fait pendant longtemps. Là, vous voyez, pendant 4 semaines, on a testé la résistance. Même 5 semaines, on a testé la résistance. On est allé au-dessus, on est redescendu, etc. Autour des 22. Hein. On y est vraiment au 22, même 23. La question, c'est est-ce que ça va repartir fort? Et comme on a pu le voir là, historiquement, c'est plutôt des bull runs qu'il faut. Donc je ne crois pas que ce soit la situation dans laquelle on se trouve actuellement d'un point de vue macroéconomique. Donc, à mon avis, graphiquement, sur les prochains mois, on peut s'attendre à aller retester plutôt le milieu de range qui se retrouverait, je pense, entre 15 et 17 $. Voilà, ce serait ma perception moyen terme pour ce token-là.
en sachant qu'on est en plus vers du surachat que sur la survente au niveau du RSI. Alors on n'est pas encore en surachat, hein. Surachat c'est considéré au-dessus de 70, pour le moment on est à 61, c'est quand même beaucoup plus haut que la plupart des autres tokens. Donc à titre personnel, j'irai observer un retour dans cette zone-là, et on en reparlera peut-être à ce moment-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur le token OKB. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine!